Bonjour, merci à tous pour votre présence pour l'épisode numéro 2 donc, des Midi 30 de la recherche. Donc, pour rappel, s'il y a des nouvelles personnes dans l'audience, c'est vraiment un événement qu'on veut très interactif. Oui, comme ça. Donc, un événement qu'on veut très interactif et surtout qu'on veut d'échange entre les cliniciens et les chercheurs. Et donc, on aura un espace donc, de questions et de réponses assez large. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment le but ici, d'ouvrir des discussions, vraiment éventuellement offrir des perspectives de collaboration, si possible, entre les chercheurs et les cliniciens. Et donc aujourd'hui, c'est une thématique donc, qui porte un focus particulier sur les maladies neurodéveloppementales et surtout sur ce qu'on appelle les MSCP2-pathies, donc pathologies qui résultent donc, de l'altération de l'expression de MSCP2. On aura vraiment la latitude ici pour vous présenter les aspects cliniques et les aspects plus recherche. Aujourd'hui, en tant que premier intervenant, j'ai le plaisir donc de vous présenter le professeur Nadia Baïbisson. Donc c'est un professeur en pédiatrie, neuropédiatrie, actuellement à l'hôpital Necker. Elle affiche une expertise de plus de 20 ans dans les troubles du neurodéveloppement d'origine génétique. Elle a étudié la médecine, la pédiatrie, puis la neuropédiatrie, en passant par Necker, Robert Debré et Saint-Vincent-de-Paul. Sur son volet recherche, Nadia a fait un master avec le professeur Pierre Gressens sur les effets de l'exposition in utero à la caféine, puis un doctorat à l'Institut Kocher avec Jamel Chili sur la génétique et la physiopathologie des malformations cérébrales. Et c'est justement à l'occasion de cette thèse en sciences qu'elle a commencé à s'intéresser à l'époque donc de la découverte du gène MSCP2 sur les thématiques liées au RET et notamment à travers des collaborations avec le professeur Thierry Bienvenu, que j'imagine beaucoup de personnes ici connaissent. Donc c'est une expertise nationale sur le RET, une cohorte unique aussi de patientes. Nadia a été aussi présidente d'une association qui est importante en France, l'Association française du syndrome de Rett pour la pathologie. Et elle est aussi très active dans le réseau européen et américain sur la maladie. Et depuis très peu, elle anime aussi un petit groupe de recherche qui œuvre au développement d'essais thérapeutiques, notamment dans le syndrome d'Angelman. Voilà, avec ça, je te laisse nous présenter ta partie. D'accord, oui. Ici. Okay, c'est bon, je suis dans le temps. OK. Oui, on est bon. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis très fière de vous parler de cette maladie que je connais bien. C'est une maladie compliquée. Vous allez voir sur le plan clinique, elle est compliquée. Sur le plan génétique, elle est compliquée. Et sur le plan du développement thérapeutique, elle est aussi compliquée. Mais ça en fait une maladie assez passionnante. Donc c'est une maladie qui initialement a été décrite comme une maladie dégénérative. Maintenant, on sait que c'est une maladie développementale. Et c'est une maladie qui a une évolution très particulière, vous allez voir, qui fait que elle a été classée au départ maladie dégénérative, puis ensuite déficience intellectuelle, et puis ensuite elle a été dans le groupe de l'autisme. Si bien que maintenant, on se dit, maintenant c'est une maladie particulière qui est à la fois une maladie qui est une maladie du développement, mais qui a une progression particulière qu'on voit pratiquement chez toutes les patientes, qui évolue vers un polyhandicap avec des comorbidités que je vais vous raconter. C'est une maladie qui a été décrite dans les années 60 et c'est une maladie qui est rare et fréquente à la fois puisque vous voyez, c'est 1 sur 10 à 15 000 naissances féminines. Donc c'est l'une des premières causes de polyhandicap d'origine génétique chez la fille. Alors c'est une maladie, je vous dis, c'est une maladie qui touche la fille, c'est une maladie qui est dominante liée à l'X, qui est très particulière dans le sens où, initialement, d'abord ça touche en général une enfant, c'est une maladie de novo comme vous allez voir, une enfant dans la famille et c'est la période périnatale, la grossesse, tout se passe bien. Et en général, entre 0 et 18 mois, finalement, on voit rien. C'est-à-dire qu'en gros, la grossesse se passe bien, l'accouchement se passe bien, ces petites filles vont parfaitement bien. Et puis en fait, on commence à s'inquiéter autour de 18 mois, 2 ans, parce qu'elles commencent à stagner sur le plan du développement. Et puis entre 18 mois et 2 ans, alors là, elles ont une véritable régression autistique avec une perte du contact, vraiment une régression des interactions sociales, l'apparition de stéréotypies et des signes qui sont très spécifiques de cette maladie.
Et puis, à partir de 30 mois, ce qui les caractérise, c'est qu'en fait, finalement, il y a un moment où elles sortent de l'autisme et elles récupèrent une interaction sociale. Et Andreas Rett les a clairement décrites comme des petites filles qui parlaient avec leurs yeux. Elles communiquent clairement avec le regard, pas de langage, pas d'utilisation des mains et un handicap moteur important. Et vous voyez, finalement, d'emblée, quand on a décrit cette maladie, je ne sais pas avec quoi je fais le pointeur, mais vous voyez, ça c'est l'échelle de temps. Tu me dis juste si c'est avec ça. Celui-là? Non, là, c'est pas ça. Bon, vas-y, dis-moi. Tu vois? Ah oui, je vois. Ça y est, ok. Vous voyez ici l'échelle de temps, vous voyez, période de développement normale, puis ensuite une phase de stagnation où on voit que finalement, elles bloquent dans leurs acquisitions. Puis ensuite cette phase de régression autistique qui est très caractéristique de la maladie et qui fait souvent consulter les parents. Puis ensuite apparition des signes de la maladie, vous voyez, entre 2 ans, puis après les autres signes qui vont apparaître, qui vont être ce que je vais vous raconter, les différentes comorbidités qui apparaissent avec le temps, souvent neurologiques, vous voyez, les crises, les mouvements anormaux, des anomalies respiratoires qui signent un dysfonctionnement du tronc cérébral, et puis après, des signes dysautonomiques, une anxiété, des troubles orthopédiques, et puis finalement après, des signes encore plus particuliers avec un développement d'un parkinsonisme à l'âge adulte. Donc cette maladie, elle est très particulière parce qu'elle a beaucoup de comorbidités. Je vous parle d'autisme et ensuite je vous raconte qu'en fait finalement c'est un polyhandicap, avec des jeunes filles qu'on voit très facilement dans les salles d'attente de consultation, à la fois parce qu'elles sont tout le temps en train de se frotter les mains, à la fois parce qu'elles hyperventilent de façon un peu compulsive, et puis avec d'autres signes qui sont des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des mouvements anormaux, et puis d'autres signes. Si bien que nous, cliniciens, moi j'ai envie de dire, dès que je vois une enfant qui a un syndrome de Rett dans la salle d'attente d'Imagine, je peux pas la louper. En fait, on la voit très très vite. Et le diagnostic est principalement clinique, avant qu'on parle de génétique tout à l'heure. Et là, c'est un travail qu'on avait fait avec l'équipe de Jeff Null en 2010, où on a essayé de regarder finalement quelle était la checklist qui faisait que, on pouvait arriver à un diagnostic précoce et puis éventuellement une prise en charge précoce. Et vous voyez finalement, il faut d'abord une phase de développement normal et une régression, et puis 4 signes cardinaux, et puis avec ça on a un diagnostic. Le premier, c'est la perte d'utilisation des mains, des enfants qui étaient capables de tourner les pages d'un livre, empiler, etc., qui ne savent plus rien faire de leurs mains, vraiment plus rien faire, même pas tenir un ballon. La perte du langage, initialement elles babillent, elles disaient des bisyllabes, et puis finalement à la fin elles disent plus rien. Des troubles de l'équilibre avec une marche qui est une pseudo-marche, elles marchent un peu comme des canards quand elles acquièrent la marche, et des stéréotypies très particulières qui fait qu'on les reconnaît parmi 1000, avec soit les mains sur la ligne médiane comme si elles faisaient une prière, soit elles se lavent les mains, soit elles se mangent les mains, mais c'est quelque chose qui fait partie de 99% de leur journée. Et donc, avec ça, on a le diagnostic clinique. Alors, est-ce que c'est une maladie? Je vous ai dit, c'est une maladie qui évolue vers un polyhandicap. Aucune des filles n'est autonome. Elles vont à l'école au mieux en maternelle et ensuite on les oriente vers des instituts médico-éducatifs. Et l'une des questions des familles, et même on pourrait dire des chercheurs, puisque la question c'est développer un traitement et à quel prix. Est-ce que c'est une maladie qui compromet l'espérance de vie? On sait aujourd'hui que la médiane de survie des jeunes filles qui ont un syndrome de Rett, c'est 50 ans. Et donc c'est clairement une maladie pour laquelle on vit longtemps avec ce polyhandicap. Alors on sait qu'il y a une surreprésentation de ce qu'on appelle les SUDEP en épilepsie, mais en tous les cas des morts inexpliquées qui sont liées probablement à un dysfonctionnement du tronc cérébral, mais également à des troubles du rythme cardiaque. Donc ça c'est le tableau clinique de la maladie, c'est comme ça que nous on les reconnaît. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé puisque en 1999, l'équipe du DASOBI a identifié le gène et on va en parler beaucoup avec Nicolas. Donc, on peut faire comme dans les années 60, reconnaître les maladies, reconnaître ces patientes dans la salle d'attente et c'est encore ce qu'on fait le plus souvent parce qu'elles sont très caractéristiques. Mais le plus souvent, on fait un test génétique qui est le séquençage du gène MECP2 pendant très longtemps par un séquençage de type Sanger, maintenant avec des padels. Mais on sait que la mutation dans ce gène-là est associée dans plus de 99% des cas
à un syndrome de Rett. Donc en gros, quand on fait le diagnostic clinique et quand on est sûr de nous, on a plus de 95% de chances d'avoir une mutation identifiée dans ce gène qui va conforter notre diagnostic. Là aussi, quelque chose qui a une implication thérapeutique majeure, c'est finalement, vous êtes gentil, si vous voulez développer des traitements, est-ce que c'est pas trop tard? Et en fait, finalement, l'âge de diagnostic, il est extrêmement précoce. Je vous parle d'une maladie qui commence à s'exprimer à 18 mois, et vous voyez, l'âge moyen de diagnostic aujourd'hui, c'est 2 ans, 2 ans et demi, parce que finalement, d'une part, la conjonction des critères cliniques qui sont très efficaces et également l'accès au diagnostic génétique fait que chez nous, l'âge moyen, c'est 2 ans et demi. Donc, potentiellement, si on avait un traitement, on pourrait mettre en place un traitement hyper rapidement pour ces maladies. Alors, l'une des questions aussi qui va être importante pour un chercheur, c'est, d'accord, vous avez trouvé un gène qui est muté dans plus de 95% des cas de vos malades, donc finalement, c'est une population qui est facile à identifier. Mais alors, est-ce que, d'une part, est-ce qu'il y a un hotspot, enfin, quelques gènes qu'on peut cibler, en particulier en thérapie génique, c'est quelque chose qu'on peut discuter, et surtout des corrélations phénotype-génotype. Alors, il y a beaucoup de mutations qui ont été décrites. Plus de 500 aujourd'hui, c'est des mutations qui sont principalement des mutations perte de fonction, et elles sont des nouveaux, comme je vous l'ai dit. On sait aussi qu'il y a beaucoup de mutations, mais il y a quand même 8 hotspots qui sont responsables de la majorité des jeunes filles qui ont un syndrome de Rett. Vous voyez, plus de 65% avec des hotspots qui sont soit des mutations faux sens qui sont ici, soit des mutations non sens. Et puis l'autre question quand on parle de génétique, c'est une fois que vous avez vos mutations, est-ce que vous pouvez prédire la sévérité de la maladie? Parce que certaines sont marchandes, d'autres sont pas marchandes, certaines sont épileptiques, certaines ont plus de comorbidité que d'autres. Et là, on peut clairement dire que les corrélations phénotype-génotype sont pas claires. On sait que certaines mutations spécifiques amènent à des comorbidités particulières. Certaines mutations sont associées à plus d'épilepsie que d'autres, par exemple, et d'autres à plus de mort subite. Mais il n'y a pas de corrélation phénotype-génotype claire, et surtout parce que finalement, c'est clairement lié à l'inactivation du chromosome X. On sait que certaines mutations sont associées à des formes plus sévères, et en particulier, c'est les formes qu'on dit avec un stop précoce, qui sont associées à une perte de la marche plus précoce, par exemple, et on pense que c'est lié à une perte complète des mutations qui sont une mutation perte de fonction complète, et d'autres qui sont plus tardives ou des faux sens qui sont moins sévères, et on pense que c'est une perte de fonction moins importante. Alors, je voudrais vous raconter une maladie qui est assez pléomorphe, qui a une évolutivité, qui est très particulière. Et je vais aller juste en quelques mots vous dire que la neurobiologie du syndrome de Rett, elle est aussi compliquée que la clinique. Et c'est probablement pas le hasard. Quand MECP2 a été identifié, on s'est très vite rendu compte que c'était un régulateur de la transcription, et on s'est enferré en disant oui, c'est un inhibiteur transcriptionnel. Et en fait, on s'est rendu compte que non, ça n'est pas un inhibiteur transcriptionnel seulement, c'est à la fois un inhibiteur et un activateur transcriptionnel, et ça dépend du contexte moléculaire. On va peut-être probablement en parler avec Nicolas. MECP2 a des milliers de cibles, et en plus, dans certains cas, il peut être activateur ou inhibiteur de certains gènes qui sont impliqués dans le développement des synapses. Ça, c'est pour la partie moléculaire. Pour la partie anatomique et fonctionnelle, c'est à peu près pareil. On pense que globalement, si on devait mettre le syndrome de Rett dans une famille de maladies, on dirait c'est un problème de développement des synapses et un problème de développement des dendrites. C'est un peu comme ça qu'on le classe aujourd'hui quand on lit la littérature et quand on écoute les plus grands experts. On sait que MECP2 agit dans la balance inhibition-activation des synapses. On voit que, vous voyez, dans le cortex, c'est plutôt une hypoexcitabilité qui est observée. Dans le tronc cérébral, c'est plutôt une hyperexcitabilité. On sait aussi que quand on fait des études anatomiques du cerveau, on voit pas grand-chose, mais si on doit voir quelque chose, c'est des anomalies qui concernent principalement les terminaisons GABAergiques et certaines projections excitatrices. On pourra en discuter si vous voulez. Mais c'est pas juste un problème de neurones, et aujourd'hui, les développements récents montrent que probablement il y a un dysfonctionnement au niveau des astrocytes et également au niveau de la microglie. Alors je vous raconte tout ça, c'est bien gentil, mais en fait ce qui a changé vraiment notre vision des choses, c'est ce travail-là
publié par l'équipe d'Adrian Bird en 2007, où ils ont clairement montré que c'est une maladie qui est certes une maladie génétique, certes une maladie qui ressemble à une maladie progressive, certes c'est une maladie qui évolue vers un polyhandicap, mais c'est une maladie qui est réversible. Et quand ils ont essayé de réinjecter du MECP2 dans le cerveau des modèles murins qui récapitulaient parfaitement la maladie, avec une régression, des stéréotypies, enfin des modèles très bien pour cette maladie, ils se sont rendus compte qu'on pouvait réverser le phénotype une fois que la maladie est exprimée. Donc vous imaginez ce que ça a représenté pour les familles de savoir ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma. Donc ça a ouvert la voie à beaucoup de recherches, puisque après avoir fait des corrélations phénotype-génotype, essayer de comprendre à quoi sert MECP2, finalement l'essentiel de la recherche, elle va être maintenant pour comprendre, mais surtout traiter, parce que potentiellement cette maladie pourrait être curable. Bon, ben maintenant on est en 2024 et ça fait un sacré bout de temps que pour l'instant on n'a pas encore de traitement. Alors, je vais vous parler un tout petit peu d'une autre maladie qui est liée à MECP2 parce que Nicolas va vous en parler. Mais c'est une maladie qui est complètement différente. C'est le seul point commun qu'il y a entre la maladie que je vais vous raconter et le syndrome de Rett, c'est MECP2. Dans le syndrome de duplication de MECP2, c'est une maladie qui touche principalement les garçons. Et c'est une maladie qui est une maladie épouvantable, qui est congénitale, avec des enfants qui ont une hypotonie précoce, une déficience intellectuelle sévère, pas de langage, une paraparésie spastique et surtout une sorte de susceptibilité aux infections qui les rend particuliers, avec un risque de décès qui est plus important que la population générale et une dégradation psychomotrice. Ce qui nous a fait penser qu'en fait, l'excès de MECP2 serait probablement plus délétère que la perte de MECP2. Mais ça, c'est une hypothèse, on n'en a jamais eu la preuve. Alors, pour commencer à amorcer la question du traitement, des pistes de traitement, je voudrais juste vous dire comment on traite ces patientes-là. Parce que finalement, elles sont dans la nature et donc nous, on les voit en consultation. Que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, c'est toujours pareil. Ce sont des malades qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. On est en général un neuropédiatre, un médecine physique et réadaptation, et puis finalement des spécialistes qui sont en lien avec les différents symptômes qu'on peut observer. On est très en lien avec les associations de famille. On essaye d'être en lien le plus possible avec les chercheurs. Et le but de nos plateformes qu'on appelle des Rett Centers, c'est d'essayer d'ouvrir la voie vers des développements de traitement. Et finalement, quand on demande aux parents, quel est leur espoir pour leurs enfants, effectivement, la réversion du phénotype, c'est ce qui les intéresserait, c'est ce qu'ils voudraient avant tout. C'est ce qu'ils appellent le complete cure. Mais si on leur demande finalement de faire un ranking, qu'est-ce qui serait le plus important pour eux? La première chose qu'ils voudraient, c'est que leurs filles communiquent mieux, qu'elles disent ce qui va pas, comment elles se sentent. Elles voudraient que les traitements améliorent l'épilepsie. Elles voudraient que les traitements améliorent leur fonction motrice de façon générale, leur sommeil et à la fin, leur hyperventilation. Et donc, je vais conclure pour vous raconter un petit peu finalement, comment est-ce qu'on imagine, mais du point de vue du clinicien, pas du point de vue du chercheur, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait développer des traitements dans le syndrome de Rett? Il y a plusieurs façons de faire. Le Graal, c'est de dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous trouviez un moyen pour remplacer le gène malade. C'est en gros, vous vous débrouillez, vous mettez un moyen pour qu'il y ait soit on coupe le malade et on remplace, soit on l'injecte, une copie normale, par des stratégies virales, soit des thérapeutiques de remplacement, celles que vous voulez. Ça, ce serait le Graal. C'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. En raison principalement du fait que quand il n'y en a pas assez, c'est pas terrible. Quand il y en a trop, c'est pire. La deuxième possibilité, et on aimerait bien, ça aussi, ce serait pas mal, c'est que je vous ai dit, c'est une maladie qui est liée à l'X. Il y a un X inactivé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas réactiver l'X normal, ce qui permettrait de compenser la perte de fonction? Là aussi, ce serait super. Il y a différentes stratégies. On pourrait imaginer des oligonucléotides anti-sens. On pourrait imaginer plein de stratégies qui permettraient de réactiver l'X normal. Et puis, ce qui est malheureusement la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est de cibler les cibles de MECP2, le BDNF ou d'autres, qui seraient finalement des sortes de petites rustines, mais qui permettraient d'améliorer certains symptômes.
Et ce qui a été fait avec la trofinétide récemment, avec un médicament qui est censé activer le BDNF, qui a eu qu'on appelle ça l'accord de la FDA pour le syndrome de Rett en 2023, qui a permis d'améliorer certains symptômes comme les troubles du comportement. Mais enfin, c'est pas terrible du tout. Son effet, ce serait d'améliorer en tout cas, ils appellent ça le synaptique tonique. Je vous avoue que j'ai rien compris à ce que ça faisait. Et très honnêtement, l'EMA a mis un gros barrage pour ce traitement parce que finalement, il marche pas si bien que ça. Donc voilà, ça commence à se développer. On voit qu'il y a des traitements qui pourraient arriver. Et donc je vais passer la parole à Nicolas pour vous raconter un petit peu, mais simplement que vous sachiez sur quel genre de maladie on travaille. Donc c'est une maladie développementale, potentiellement réversible, pour lequel on pense que c'est un problème de développement des synapses ou de maintien des synapses dans le cerveau en développement. On a vu ce papier qui est sorti en 2017 où il semblerait que là aussi Adrian Bird commence à développer des stratégies de thérapie génique avec des petits bouts de MECP2 qui permettraient d'améliorer les symptômes cliniques. Mais là aussi, 2017-2024, on n'a pas l'impression que ce soit la révolution de la myotrophie spinale. Mais on y croit toujours et donc l'idée c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait, quelles sont les autres pistes, et ça c'est Nicolas qui va vous en parler. Je voudrais remercier les familles et puis toute mon équipe, et je vais passer la parole à Nicolas qui est là. Je te cherchais. Merci Nadia. Ouais, vas-y. Voilà. Maintenant, c'est le tour de présenter Nicolas Panayotis. Il nous vient de Marseille, vous pouvez l'entendre et reconnaître. Donc, il a fait sa thèse chez Jean-Christophe Roux sur des modèles à knockout de MSCP2. Et là, il a mis en évidence des problématiques justement du système BDNF et aussi, je dois lire mes notes, bioaminergique. Oui, à la fois catécholamine et sur la fin de la thèse, on avait aussi collaboré sur l'aspect des troubles liés au BDNF. Et là, on s'est rencontrés justement. Et ensuite, il a fait un postdoc en Israël chez Mike Feinsilberg, c'est correct, au Weizmann Institute, en postdoc et ensuite en senior researcher. Et puis ensuite, là, il a travaillé sur les importines. Il a découvert l'importine alpha et son rôle dans l'anxiété, dans la mémoire, et aussi comme il va transporter 6 phos dans des modèles de douleur. Et ensuite, maintenant, il a un groupe de recherche à l'Université Paris-Sud. Et là, j'ai l'impression que tu as Paris-Cité. Ah, Paris-Cité. Mais ils ont changé tellement de fois. À l'Université Paris-Cité. Où là, j'ai l'impression que tu as pu relier tes 2 passions, importine et MSCP2. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette introduction. Donc aujourd'hui, c'est bien on a eu un topo très précis donc sur les aspects cliniques. Aujourd'hui, moi, j'aimerais plutôt focaliser sur les stratégies qu'on a pour traiter les pathologies qui résultent soit du déficit, soit de l'excès d'MSCP2. Et donc pour ça, je vous montrerai particulièrement des stratégies de thérapie moléculaire. Si j'ai un principe que j'aimerais bien transmettre aujourd'hui à l'audience, c'est le principe de boucle d'or. Parce que comme dans ce conte pour enfants, donc boucle d'or goûte dans l'histoire différents bols de céréales, mais elle se régale de celui qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Et en fait, c'est un principe qui s'applique dans différents aspects de la vie courante et de la science aussi. Et dans le cadre de MSCP2, il faut que vous reteniez que ni trop faible et ni trop élevé, la quantité de protéines MSCP2 qui est présente dans les cellules
doit juste être optimale. Donc, Nadia a eu l'occasion de vous présenter en détail les aspects cliniques du syndrome de Rett. Je dirais juste qu'en fait, les MCP2-pathies résultent soit de moins de MCP2, donc c'est des mutations de perte de fonction dans la majorité des cas qui induisent le syndrome de Rett. Je dirais juste, moi aussi, que c'est une pathologie dévastatrice qui a donc des symptômes neurologiques sévères, mais c'est un polyhandicap, évidemment, qui touche ces petites filles avec une fréquence de 1 pour 10 000 naissances de filles. En parallèle, il y a un autre syndrome qui est tout aussi délétère, qui s'appelle le syndrome de duplication de MSCP2. Et donc ici, la duplication cause une surproduction de la protéine. C'est une maladie donc génétique rare qui touche les garçons. C'est sous-diagnostiqué et c'est dû aussi à une variabilité vraiment importante des symptômes. Et aussi avec une prévalence de 1 pour 150 000 naissances. Donc on est ici avec un cas quand même un peu plus rare. Et donc c'est des patients qui souffrent de déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur, une absence ou vraiment d'un appauvrissement significatif du langage, mais aussi d'infections pulmonaires et d'épilepsie. Donc ça rajoute vraiment de l'horreur au tableau clinique. Faut savoir qu'en France, le syndrome de Rett est très bien organisé. Disons que la communauté donc de parents très bien organisée avec une fondation, l'Association française du syndrome de Rett. C'est pas le cas encore pour la duplication des MSCP2, mais je voulais quand même utiliser cette plateforme pour porter donc vraiment à votre connaissance l'existence de petites fondations, mais qui font quand même des efforts considérables, notamment en France, mais aussi à l'étranger. Donc, ces pathologies résultent soit de mutations, soit de la duplication de MSCP2. Donc, comme ça a été précédemment dit, il y a une myriade de mutations qui peuvent toucher MSCP2, mais on se rend compte que quand même, il y a une fréquence particulière sur des mutations qui touchent des domaines, donc des séquences spécifiques de la protéine, notamment le domaine de liaison à l'ADN méthylé, le methyl binding domain, ou encore le TRD qui veut dire transcription repression domain. Et c'est donc la séquence liaison à l'ADN, puis liaison à un ensemble de facteurs qui vont, eux, directement faire une répression transcriptionnelle, qu'MCP2 fonctionne, et donc il y a vraiment des mutations qui sont retrouvées, qui donc corrèlent à des phénotypes parfois plus sévères. Dans le cadre des duplications, c'est pas uniquement MSCP2 qui est dupliqué, et c'est des portions donc du locus sur lequel se trouve MSCP2, et en fait la sévérité du phénotype ou la variabilité du phénotype résulte aussi de combien de un peu plus d'MSCP2 se retrouve dans la duplication. Là, on voit que lorsque c'est vraiment MSCP2, ici c'est très précis, mais parfois vous avez vraiment des gros chunks ici de ce locus qui sont dupliqués, et donc ça englobe des gènes qui sont impliqués dans la formation du cerveau, des gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, et donc ça peut aussi expliquer la variabilité et la diversité du phénotype. Donc au laboratoire, on étudie donc des modèles souris, et il y en a beaucoup, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle, mais disons que la quasi majorité des données et des résultats qu'on a obtenus depuis plus de 15 ans, c'était sur des modèles qui sont des KO, donc des knockouts totalement dépourvus d'MCP2. Heureusement, il y a eu un effort considérable qui a été fait pour mimer donc des mutations qu'on retrouve chez les patientes, parce que évidemment l'absence de protéines ou la présence d'une protéine mutée qui éventuellement pourrait avoir des effets dominants négatifs, c'est quand même différent, et c'est important à investiguer sur le plan fondamental. À côté de ça, on a des modèles de duplication de MSCP2, mais là aussi, ça n'a pas été si simple, parce que les premiers modèles élaborés par Ouda Zorbi au Baylor à Houston étaient des souris qui étaient sur un fond génétique qui causait une dégénérescence rétinienne. Donc, on a eu quand même presque 10 ans de recherche qui étaient faites sur des souris aveugles. Donc, désormais, on a des souris sur des fonds génétiques qui permettent la vision, et donc, pour le neurobiologiste, c'est plutôt adéquat. Dans les tests d'anxiété ou d'exploration, c'est quand même mieux. Les stratégies thérapeutiques, donc à ce jour, il y a deux approches en fait. Donc l'approche de traitement pharmacologique qui a eu vraiment un essor particulier, surtout dans les années 2010, mais c'est évidemment pour traiter les conséquences, pour traiter les symptômes. Et disons qu'il y a à peu près tous les systèmes de neurotransmission qui ont été ciblés, mais il y a
des neurotrophines qui semblent être des cibles de choix, des cibles particulières et qui, en tout cas, lorsqu'on les module, permettent de réguler des fonctions vraiment nécessaires. À côté de ça, il y a les thérapies moléculaires. Ici, la promesse, c'est d'agir sur la cause. Et je dois dire qu'il y a un ensemble de stratégies qui sont maintenant disponibles. Il y a évidemment la thérapie génique qui est là pour venir restaurer l'expression d'une copie saine du gène muté. À côté de ça, il y a donc l'essor des techniques de CRISPR-Cas qui permettent désormais d'envisager de la correction de mutations, donc à la fois sur le versant gene ou RNA editing. Et il y a des efforts aussi qui sont faits pour éventuellement réexprimer l'X dormant, parce que, comme disait Nadia, c'est une pathologie liée à l'X, et donc ces filles ont 50% des cellules qui expriment le MSCP2 muté et 50% qui expriment le MSCP2 sain. Et donc l'enjeu, c'est évidemment d'essayer de rapatrier une expression du MSCP2 sain. Si c'est possible, il y a encore des obstacles d'un point de vue fondamental pour vraiment cibler de manière cellule ou tissu spécifique cette réactivation et ne pas envisager une réexpression non contrôlée. Dans le cadre du syndrome de duplication, toutes les stratégies à ce jour sont ici en fait pour utiliser des ARN ou des petites molécules qui vont venir interférer avec l'expression des MSCP2 et donc on a des oligonucléotides antisense mais aussi toutes différentes approches de SH et cRNA ou de gene editing qui sont en fait menées en parallèle, mais c'est donc cette stratégie qui semble avoir conquis certaines compagnies qui sont sur le point de démarrer des essais cliniques un peu partout dans le monde. La thérapie génique, c'est très prometteur, mais ça souffre encore de beaucoup de limitations. Les développements donc précliniques sur les modèles murins donc utilisent des vecteurs viraux pour pouvoir transduire le nouveau gène. C'est majoritairement de la AV9 qui a été utilisé. Mais il y a des nouvelles capsides, notamment le cap-bitène, qui offre vraiment un tropisme significatif et très spécifique donc pour cibler système nerveux central ou système nerveux périphérique. Donc il y a peut-être des développements dans les prochaines années qui permettront d'être vraiment plus précis. Donc l'enjeu, c'est de réexprimer une copie d'MSCP2. Un des problèmes, c'est que vous allez réexprimer une copie d'MSCP2 aussi dans les cellules qui l'expriment déjà. Et donc, vous allez avoir une surexpression. Donc, à ce jour, les principales limitations, c'est le vecteur doit atteindre tout le système nerveux central. Et là, on se heurte à la limitation de la barrière hémato-encéphalique. Et donc, parfois, dans certains travaux, ça pousse les auteurs à augmenter les doses d'AAV, sauf que souvent, on observe des problèmes hépatiques. Donc, des pathologies au niveau du foie. Et la difficulté, donc, comme expliqué ici, à restaurer la dose optimale d'MSCP2. Il y a quand même l'avantage d'une des stratégies qui s'appelle MIRER, qui a été mis au point par Stephen Gray, donc papier Sinet et al. En 2021, qui ici a pour but d'exprimer donc le transgène, mais aussi ce qu'ils appellent un MIRER. En fait, c'est un élément de réponse au micro-RNA, avec le but ici d'induire une boucle autorégulatrice pour ne pas avoir une surexpression délétère de MSCP2, mais de venir vraiment contrôler l'expression. C'est à ce jour une des stratégies que moi je trouve, en tout cas, prend en compte cette problématique de régulation de l'expression. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler du transport nucléaire. Premièrement parce que c'est ce sur quoi je travaille depuis 2012, mais aussi parce qu'on pense que ça représente une nouvelle voie, une nouvelle fonction cellulaire sur laquelle on pourrait agir pour réguler les niveaux d'MSCP2 dans les cellules. Alors, de manière très simple, le transport nucléaire, qu'on appelle importine dépendant, se base en fait sur le fonctionnement, sur le rôle de deux types d'importines. Il y a l'importine alpha, ici en vert, qui est responsable de la reconnaissance du signal de localisation nucléaire dans le cargo, donc dans la protéine à transporter. Il y a l'importine bêta, en fait, qui va reconnaître le complexe importine alpha et cargo, augmenter l'affinité de cette interaction et induire la translocation dans le port nucléaire. Et donc moi, quand j'arrive au Weizmann en 2012, il n'y avait pas vraiment de connaissances approfondies sur le potentiel rôle des importines dans les fonctions neuronales. Il
faut savoir qu'il y a entre 6 et 7 importines alpha chez le mammifère, mais sur ces 6 ou 7 importines, il y a vraiment un subset, donc de 3-4, qui seront exprimés en fonction du timing, en fonction aussi de la localisation et dans quel type cellulaire donc on regarde. Donc moi, j'ai entrepris cette investigation, notamment en screenant le comportement d'un ensemble de souris qui sont délétées pour chacune des importines alpha, exprimées dans le système nerveux central. Et j'ai eu la chance de collaborer avec le groupe de Michael Bader en Allemagne, avec qui on a généré ces souris, et de soumettre donc ces souris à une batterie de tests comportementaux très exhaustifs pour vraiment essayer d'identifier s'il y a éventuellement des problèmes ou des phénotypes comportementaux. Et une lignée en particulier a attiré notre attention, c'est la souris donc importine alpha 5, qui était beaucoup moins anxieuse que la normale. Donc c'est vraiment visible ici dans un test d'open field où les souris normales évitent le centre de l'arène qui est très illuminé. A contrario, les KO y allaient vraiment régulièrement et c'était vraiment un comportement qui a pu être aussi confirmé dans l'Elevated Plus Maze où ces souris explorent bien plus les bras ouverts, traditionnellement considérés comme anxiogènes. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que ces souris montraient un phénotype spécifique de réduction de l'anxiété et aucun autre trouble lié à la mémoire, à la motricité, balance, coordination, problème de sensibilité périphérique. Donc, ça nous a intéressé et on a voulu comprendre un peu plus quels pourraient être les déterminants moléculaires d'un tel phénotype. Et pour ça, j'ai mené des études de RNA-seq qui m'ont mis et d'analyse bioinformatique qui m'ont permis de mettre en évidence des gènes sous- et surexprimés chez la souris importine alpha 5 déficiente. Mais une analyse en particulier était importante ici, c'est en fait on venait retirer donc une protéine impliquée dans le transport dans le noyau, éventuellement de facteurs de transcription. Donc au lieu de me concentrer uniquement sur la liste des gènes qui étaient sur ou sous-régulés, je voulais savoir quels étaient les facteurs de transcription qui avaient un enrichissement pour une liaison dans ces gènes dérégulés. Et en faisant ça, on en trouvait plusieurs. Et le top candidat était MCP2. Et dans ce cas-là, MCP2, on a pu vérifier, était vraiment un répresseur transcriptionnel de la sphingosine kinase 1, donc un gène impliqué dans la signalisation neuronale. À l'époque, on se disait déjà, est-ce qu'il y a des similarités peut-être entre les comportements des souris alpha 5 et les souris MCP2? Et donc, dans ce cas, pour récapituler, chez la souris MCP2 KO, il y a moins d'MCP2 dans le noyau. Il y a une plus forte expression de sphingosine kinase 1 et ça cause moins d'anxiété. Vraiment pour faire une brève interprétation du papier. Et il y a quand même un ensemble de travaux, ici les plus marquants, qui montrent qu'à la fois chez les souris MCP2 KO, on retrouve moins d'anxiété. À contrario, chez les souris MCP2 TG, donc transgéniques qui surexpriment MCP2, il y a plus d'anxiété. Donc ça nous a mis quand même la puce à l'oreille que ça pourrait peut-être jouer sur des mécanismes similaires. Et dans un premier temps, j'ai voulu confirmer dans des analyses d'interaction et de colocalisation si MCP2 était vraiment perturbé dans son transport au noyau. Et c'est le cas ici dans des expériences d'immunohistochimie et avec des reconstructions en 3D des neurones, et des noyaux neuronaux, notamment de l'hippocampe. Comme vous pouvez voir, MCP2 est normalement à l'intérieur du noyau, il colocalise avec l'hétérochromatine, c'est son lieu de localisation privilégié. Et dans le cadre de l'importine alpha 5, ce qu'on observait, c'était vraiment une accumulation extranucléaire d'MCP2, et surtout, c'était un phénotype cellulaire qui était visible dans l'hippocampe, à la fois dorsal et ventral, mais qu'on retrouvait pas dans d'autres régions du cerveau, dans d'autres types de neurones, dans le cortex ou dans l'amygdale. Et cette perturbation, elle était vraiment spécifique d'alpha 5 et les autres importines n'étaient pas touchées. Donc à l'époque, on publie ce papier, mais avant nous, il y avait quand même d'autres routes qui avaient été suggérées pour transporter MCP2 dans le noyau, pas uniquement l'importine alpha 5. Il y a des travaux d'Azorbi en 2015 qui avaient montré que, par exemple, l'importine alpha 3 et alpha 4 dans des lignées cellulaires peuvent gérer le transport de MCP2. Il y a une étude encore plus qui nous challenge un peu plus dans notre compréhension du transport d'MCP2, qui stipule qu'il y a une voie indépendante du NLS. Et donc, hélas, il y a ces deux études,
elles sont intéressantes, elles permettent vraiment de comprendre certains aspects, mais elles prennent pas en compte, par exemple, la variation du timing, le pattern ou du niveau d'expression des importines qui peut varier en fonction des aires cérébrales, des types de cellules, mais aussi de la capacité, par exemple, des importines à lier des séquences basiques qui peuvent être en dehors du NLS, par exemple dans le methyl binding domain ou le ATO, d'où ça peut expliquerait pourquoi dans cette étude ils voient encore du MSCP2 dans le noyau quand ils enlèvent le NLS, parce qu'éventuellement ça peut se lier ailleurs. Et c'est un point qu'il faut prendre en considération. Donc, ce que je voudrais, ce que j'ai déjà entrepris à la fois en Israël et ce que je veux continuer ici à Paris, c'est en fait d'améliorer les phénotypes à la fois RET et de la duplication de MSCP2 in vivo, en utilisant de la thérapie génique et en modulant éventuellement la thérapie génique à la modulation du transport des MSCP2. Donc, dans un premier cas, j'ai entrepris de réduire les niveaux d'MSCP2 dans des noyaux qui le surexpriment chez la souris MSCP2-TG. Et donc, les résultats préliminaires que j'ai à ce jour permettent, ici, pour faire simple, c'est vraiment une analyse du phénotype des souris au cours du temps, donc une fois par semaine. Et ce qu'on observe, c'est à chaque fois qu'il y a du gris, c'est le début ou l'apparition d'un phénotype. Et vous voyez que ici, chez une souris wild-type, il y a très peu de phénotypes, de troubles ici inclus dans cette analyse observationnelle. Chez les souris ici qui surexpriment MSCP2, on voit qu'aux alentours de 18 semaines, il y a déjà une installation et ça perdure, la pathologie. Et chez les souris ici qui sont à la fois MSCP2 transgéniques et alpha-5 hétérozygotes, on arrive déjà à contrebalancer à un certain degré la sévérité de la pathologie. Et surtout, ce que je trouve déjà intéressant, c'est que sur les premières analyses de la morphologie des neurones, on peut voir que, à contrario des MSCP2-TG qui ont un appauvrissement de la complexité dendritique, on a déjà un sauvetage partiel, en tout cas, de cette complexité au niveau des neurones hippocampiques. Ici, j'ai pas mis le détail de l'analyse qu'on a déjà, mais on arrive à sauver ce phénotype uniquement dans l'hippocampe et pas dans le cortex. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois ici. Et ça suggère, et ça, en tout cas, ça corrobore les résultats qu'on a déjà obtenus depuis plusieurs années, comme quoi l'importine alpha-5 dans les neurones hippocampiques, elle semble être très importante et la moduler permet vraiment d'agir sur le transport d'MSCP2. Ça, c'est des travaux qui ont été initiés au Weizmann et avec le support donc du ministère de la Santé israélien. Donc ici à Paris, ce que je voudrais faire, c'est optimiser la thérapie génique pour MSCP2. Et cette fois, je voudrais le faire dans un modèle qui porte une mutation très fréquente et sévère, retrouvée chez les filles, qui touche le domaine de liaison à l'ADN. Et pour ça, en fait, pour optimiser, on va combiner deux approches. Mais premièrement, on va combiner le vecteur de thérapie génique à une stimulation donc par les ultrasons focalisés chez des animaux qui ont été injectés avec des microbules de gaz pour pouvoir booster la pénétration du vecteur dans le parenchyme cérébral et donc faire sauter un des verrous qui est encore actuel. Et pour ça, je vais collaborer avec Jean-Christophe Roux à Marseille, qui a déjà le setup de focal ultrason, mais il y a des groupes sur Paris avec qui j'ai déjà discuté, qui ont des approches d'ultrason focalisé, et ça permettra de faire des analyses en parallèle. Et donc, d'agir maintenant non seulement sur la restauration de l'expression d'MSCP2, mais en fait de combiner la restauration d'MSCP2 avec la régulation de son transport nucléaire pour réguler les niveaux d'expression d'MSCP2. Et évidemment, ici, on aura la possibilité de jouer sur la spécificité cellulaire de ce sauvetage et de cette modulation du transport. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, d'essayer d'optimiser la thérapie génique pour la rendre pour la raffiner. Et ça, c'est un projet qui est soutenu par la Fondation de France, donc qui m'a soutenu dans l'ouverture de l'équipe. Voilà. Et donc avec ça, je voudrais vous remercier et aussi remercier donc les personnes avec qui j'ai mené les travaux toutes ces années et celles avec qui je vais entamer les nouveaux, notamment le groupe de Mike Fentilberg à l'Institut Weizmann, des collaborateurs vraiment très importants dans l'étude, donc au Max Delbrück Center et à Charité, Michael Bader, Francisca Rotter, Itai Colt et Mayour. Génération des souris a été faite aussi en collaboration avec Eno Hartmann à Lübeck et les analyses
plus électrophysiologie chez la souris importune alpha 5, par Anton et Yitzhak à Tel Aviv et à Ariel Université. Donc ici, je rejoins le SPIN, donc dans le centre de Paris, et je dois remercier vraiment Martin, le directeur de l'unité, qui a vraiment œuvré pour que je revienne, que je rentre en France et que j'ouvre mon équipe chez eux. Et aussi remercier les étudiants qui ont déjà rejoint l'équipe, et Rania qui est dans l'audience, et à d'autres étudiants qui sont sur le point d'arriver. J'espère qu'elles apporteront tout leur enthousiasme pour mener ces projets à bien. Merci.